Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur la gouvernance Microsoft 365. Les dossiers confidentiels de vos employés, vos états financiers, vos brevets, innovations et autres données sensibles vont souvent reposer sur votre environnement Microsoft 365. La gouvernance de cet environnement est donc la clé pour verrouiller l'accès à vos données sensibles et garantir que seuls les individus autorisés puissent les consulter, surtout avant l'arrivée de Copilot qui viendra puiser dans toutes vos données pour répondre aux demandes de vos employés. Microsoft 365 propose un éventail d'outils puissants pour vous permettre d'optimiser la productivité de votre entreprise. Par contre, pour que ce soit pleinement rentable, ça vous prend absolument une gestion et une gouvernance rigoureuse. Nous avons donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui un webinaire exclusif sur la gouvernance pour renforcer la posture de sécurité de votre entreprise tout en tirant pleinement parti des fonctionnalités de M365. L'objectif est ici de vous donner des pistes d'amélioration pour assurer la sécurité, la conformité et la confidentialité des informations vitales de votre organisation. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter nos intervenants du jour. Donc, premièrement, nous avons David, qui est consultant senior en intégration M365 chez MS Solutions. Bonjour, David. Bonjour. Nous avons également Inde, qui est consultante en intégration M365 également chez MS Solutions. Bonjour, Inde. Bonjour, Cheyenne. Merci à vous deux d'être présents aujourd'hui avec nous. Donc, à l'agenda, aujourd'hui, nous allons vous parler. Premièrement, on va décortiquer avec vous qu'est-ce que la gouvernance M365. Par la suite, pourquoi mettre en place une gouvernance. On va également voir avec vous l'impact de l'arrivée de Copilot sur la gouvernance. On va voir à qui ça s'adresse. On va regarder également les erreurs les plus fréquentes versus les meilleures pratiques à suivre, bien entendu. Et on va aussi vous présenter des cas concrets, des exemples vécus chez MS Solutions. Par la suite, on va terminer en vous présentant nos solutions et à la fin, on va passer à la période de questions si vous en avez. Alors tout d'abord, je laisse la parole à David qui va nous expliquer plus en détail le concept de la gouvernance M365. À toi, David. Donc, merci beaucoup, Alison. Alors, oui, en fait, qu'est-ce que la gouvernance de Microsoft 365? En gros, on peut dire qui a accès à quoi, en fait. Alors, en quoi ça consiste? Il y a plusieurs sphères, en fait, qu'on peut parler finalement de la gouvernance. On peut prendre note qu'on a les objectifs principaux et les processus de l'entreprise qu'il faut gouverner en tant que tel. Comprendre les paramètres et les services. Les services, on pourrait dire les applications disponibles dans l'écosystème. Planifier la gestion des accès des utilisateurs. Et aussi, au niveau numéro 4, là, on voit ici au niveau de la conformité. Donc, certaines entreprises ont des exigences réglementaires, des normes et autres qu'il faut suivre. Donc, l'écosystème permet de pouvoir s'arrimer en fait à cette conformité-là. On a aussi planifié la gestion des communications aussi. Alors, à l'intérieur même, évidemment, de l'organisation, puis même des fois par rapport à vos fournisseurs externes ou même des clients externes. Donc, la gouvernance va inclure beaucoup de choses par rapport aux communications. Et aussi l'organisation et le cycle de vie des données, des fichiers. Alors, on peut dire ça inclut évidemment l'utilisation des applications bureautiques et on parle aussi de Outlook et Teams, on parle de communication, puis évidemment tous les outils de productivité comme SharePoint, Project for the Web et évidemment Planner, ça c'est quelques exemples. Alors, les points clés de la gouvernance, on peut voir un peu le descriptif, finalement, comme tantôt j'ai expliqué. Alors, la gestion des utilisateurs et des groupes Microsoft 365, donc la création, finalement, des différents sites SharePoint, des différentes équipes. La sécurité, donc la sécurité, c'est plus qu'important. On en parle beaucoup selon même de nos autres webinaires concernant la cybersécurité. Donc, la sécurité est quand même encore plus importante aujourd'hui, de se pencher sur toutes les possibilités qu'on a de l'écosystème. Encore une fois, la conformité, comme j'ai expliqué au niveau des règles, des lois et autres que certaines entreprises doivent s'y conformer. Et la gestion des identités. Alors, la gestion des identités fait en sorte que qui peut se brancher à quoi, qui a accès à quoi aussi. Donc, on parle des accès. Donc, les accès, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à quoi? Comme j'ai indiqué un peu plus tôt, qui a accès à quoi? Donc, en fait, la gestion des accès des différentes données qu'on a de l'entreprise. Puis, évidemment, la configuration. Donc, la configuration, je ne vous cacherai pas, au fil des années, depuis en fait plusieurs années que la plateforme existe, eh bien, ils sont de plus en plus
étoffé et de plus en plus varié. Donc, on parle ici des points clés de la gouvernance de Microsoft 365. Si on en regarde au niveau des, on pourrait dire des strates finalement, des couches, en fait, on pourrait dire comme une peu d'oignon. On parle ici toujours des données, des fichiers, des vidéos, des listes, des courriels. Alors, si on regarde en plus la gouvernance du cadre d'opération, donc la gouvernance va aider à paramétrer les données ou du moins les accès, entre autres, des différentes de contenu, finalement, et évidemment les règles qu'on peut lui attribuer pour la rétention, garder les documents pendant tant de temps, et ainsi de suite. Dans l'autre couche, on va le voir au niveau applicatif. Donc, qui a accès à quoi? Donc, bon, dans l'exemple, si on voit SharePoint, Teams, Outlook, c'est souvent les applications, c'est sûr, de base, mais parfois, dans certaines organisations, on va essayer de limiter l'utilisation de certaines applications comme Casella et d'autres types de, comme mettons Planner ou autres, qui pourraient peut-être être, on pourrait dire, en guillemets, proscrits à l'intérieur de l'entreprise pour X et une raison. Évidemment, on a l'écosystème global, finalement, de Microsoft. Comme on dit toujours, c'est une plateforme, c'est un écosystème quand on parle de Microsoft 365. Donc, on parle de encadrer de la gestion actuelle, puis évidemment future. S'imposer un contrôle des données, comme on dit tantôt. Et finalement, la passation on parle ici de passation des responsabilités de TI. Donc, c'est important aussi de dire, on va pas mal répéter un peu plus de plus en plus, en fait, dans le webinaire, c'est que c'est pas une histoire nécessairement de TI. Les TI vont mettre en place, finalement, les règles qui ont été décidées. Puis c'est important de comprendre que la gouvernance, ce n'est pas un logiciel qu'on achète avec des options multiples et qu'on met à off ou à on, et ainsi de suite. Donc, ça implique vraiment beaucoup d'éléments qu'il faut considérer. Donc, pour un niveau des politiques, on peut passer à la prochaine diapositive. En fait, qu'est-ce que la gouvernance? Encore une fois, c'est certaines politiques. Alors, on les a regroupées en 4. Alors, la politique d'accès, encore une fois, comment on va établir les politiques d'accès? La politique de création, donc la création des groupes, la création des équipes. Est-ce qu'on donne le libre choix à tout le monde de créer n'importe quoi, entre guillemets, n'importe quelle équipe, n'importe quel groupe? Et là, on pourrait avoir une dispersion des données dans tout l'écosystème. Et à cause que la politique n'a pas été déterminée. Donc, au niveau de la conformité, c'est la même chose. Au niveau de respecter les lois et les règlements en vigueur pour votre organisation, puis évidemment de l'utilisation. Donc, est-ce qu'on peut mettre tel fichier dans un groupe ou on ne le met pas? Est-ce qu'on garde ça dans notre OneDrive ou carrément c'est proscrit de mettre ce genre de document-là dans l'écosystème? Donc, tout vient aussi de la politique d'utilisation, finalement, de la plateforme. Si on parle précisément avec l'application SharePoint, en fait, qui est de plus en plus évidemment connue. Moi, en fait, c'est sûr que ça fait très longtemps que je navigue dans SharePoint, mais SharePoint est de plus en plus exploité par l'entremise évidemment de Teams et autres. Donc, avec SharePoint, c'est primordial d'avoir un excellent contrôle d'accès puis de sécurité parce que c'est une portion ou, dans certains cas, la totalité des données, finalement, de l'entreprise qui va, être contenu finalement dans le site SharePoint quelconque. Donc, la politique de contenu, c'est la même chose, comme j'ai dit tantôt. Quoi qu'on met dedans, est-ce qu'on met on met nos photos de famille dans un site SharePoint? Mais non, on ne fait pas ça. Donc, on va aller établir finalement des politiques pour éviter finalement une dispersion ou carrément mettre un peu n'importe quoi qui n'a pas été autorisé. Donc, la structure et l'organisation, c'est aussi la même chose. Donc, autant dans les deux extrêmes, donc on pourrait avoir un seul site SharePoint avec toutes les données de l'entreprise, qui n'est pas nécessairement la meilleure pratique, mais on peut avoir aussi l'inverse, qu'il y a trop de groupes, trop de sites SharePoint, on s'entend, et là, il y en a une dispersion. Donc, la structure, c'est important d'y penser. Et encore une fois, au niveau du cycle de vie, donc dans certains endroits, il va y avoir des projets avec un début et une fin, avec beaucoup de données, avec beaucoup d'échanges, et aussi au niveau de quelconque, finalement, projet et comment dire, document très confidentiel. Donc, le cycle de vie est très important parce que faut-tu déplacer ces données-là vers de l'archive de façon locale? Est-ce qu'il faut mettre ça dans un autre site SharePoint spécialisé pour les archives, des choses comme ça? Puis, évidemment, la formation et la sensibilisation est aussi très importante. Pourquoi? Parce que si on veut que les étapes 1 à 4 dans SharePoint fonctionnent, ben, il faut au moins former nos gens et même aussi les sensibiliser. Si on s'en va vers, on pourrait dire le Teams, en fait,
au niveau de la prochaine diapositive, en fait, ça va se ressembler beaucoup à SharePoint, il ne faut pas se le cacher. Donc, au niveau des accès, des identités, donc qui peut accéder à une équipe Teams? On peut ajouter quelqu'un à l'externe dans une équipe Teams. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est une bonne chose de le faire? Au niveau des politiques de sécurité, c'est la même chose. On a beaucoup de paramètres importants dans Teams, dans les équipes. Même chose encore avec la conformité, personnalisation, configuration. Ça fait partie des paramètres, finalement, des équipes. Il y en a qui créent des équipes, mais ils ne vont pas valider les paramètres qui seraient autorisés dans l'entreprise. Puis, des fois, on peut se retrouver avec des problèmes futurs, pas à l'origine, au moment de la création, mais par la suite. Au niveau des surveillances et rapports, au niveau des audits, donc Teams permet quand même de faire une espèce de contrôle de qu'est-ce qui se passe dans votre belle équipe Teams. Puis évidemment, l'intégration des autres services et ou applications, connecteurs, appelez-le un peu comme vous voulez, mais on peut intégrer différentes choses dans Teams parce que Teams, c'est une espèce de hub qui fait en sorte qui nous permet de concentrer plusieurs applications et services de Microsoft pour ne pas sortir trop souvent de Teams. Donc, pour ça qu'il faut avoir quand même une politique. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Parce que dans certaines situations, on pourrait ajouter des applications qu'il ne faudrait pas. Puis là, certaines personnes pourraient avoir accès à des données qu'il ne fallait pas non plus. Donc, Teams, évidemment, c'est quand même très important à faire le tour, finalement, d'avoir une gouvernance adéquate, finalement, pour Teams. Alors, je passe la parole à ma collègue Inde pour parler, finalement, pourquoi mettre en place une gouvernance. Merci, David. Alors, pourquoi mettre en place une gouvernance? Je réponds souvent à cette question d'une façon très simple. Un employé a toujours besoin d'avoir son guide d'employé. Une compagnie, une entreprise a toujours besoin d'avoir ses règles de jeu ou bien ses politiques d'utilisation, ses procédures et tout ça. C'est la même chose en fait pour la plateforme M365. C'est une plateforme qui est variée, qui a plusieurs applications, qui a plusieurs possibilités. Donc, on a toujours besoin d'encadrer les pratiques, encadrer les utilisateurs et les services qui sont disponibles pour qu'on puisse donner des règles de conduite ou bien les règles de jeu. Et qu'on garde toujours notre compagnie en contrôle. Donc, on a besoin de savoir, comme David a mentionné tout à l'heure, qui a accès à quoi, c'est quoi le niveau d'accès qu'on donne au département finance, au département RH. Donc, tout ce genre d'utilisation et d'encadrement, on a besoin de les mettre en place pour la gouvernance. Parce qu'en fait, certainement, vous l'avez remarqué, la plateforme Microsoft, elle est vraiment ouverte. Il met toutes les affaires disponibles pour tout le monde par défaut. Donc, on a besoin de prendre en considération ça parce que c'est Microsoft ne va jamais nous faire la gouvernance. On a besoin de le faire à notre goût, à notre façon, qui répond en fait à notre besoin quotidien en fait des affaires. Et souvent, on trouve des choses qui sont disponibles. Un bouton qui est disponible dans SharePoint, un bouton qui est disponible dans Teams. On ne sait pas pourquoi ça existe, mais puisque c'est permis, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment permis de le faire. Donc, la gouvernance nous permet d'encadrer tout ça et de rendre disponible aux utilisateurs uniquement les choses dont ils auront besoin dans leur travail quotidien. Et surtout, avec l'arrivée du Copilot, la gouvernance maintenant est vraiment incontournable. Pourquoi ça sera incontournable? Certainement, vous avez assisté à notre dernier webinaire pour le Copilot. Sinon, un lien vous sera envoyé en fin de notre webinaire, ou bien en fait probablement la semaine prochaine. Vous pouvez regarder encore une fois ce webinaire concernant le Copilot. En fait, brièvement, le Copilot, en fait, c'est un Copilot pour le travail. C'est un assistant d'intelligence artificielle qui va être intégré avec les applications et les services de Microsoft M365. C'est comme un chat GPT un petit peu, mais c'est dans le cadre professionnel qui va être intégré avec tous les services et toute la plateforme de M365. Pourquoi cette arrivée de Copilot va rendre la gouvernance incontournable? Le Copilot, c'est quoi? On peut l'imaginer comme une interface sur laquelle on pose des questions par rapport à notre travail, par rapport à l'organisation. Par exemple, amène-moi les dernières conventions collectives dans notre compagnie. C'est une question, il va aller chercher tout ce qui est disponible et me l'amener si j'ai accès à ces informations. Donc, la gouvernance est là pour rendre les choses disponibles uniquement pour les personnes dont ils auront besoin et non pas laisser toutes les informations ou bien tous les documents ouverts pour tout le monde. Et comme ça, lorsque l'utilisateur, bien l'employé, va utiliser le Copilot, le résultat sera vraiment déterminé à la base de la gouvernance, à la base de ce qu'on a mis disponible ou bien restreint.
Donc, il faut vraiment mettre en place la gouvernance, bien évidemment, avant l'arrivée de Copilot, pour bien gérer les données qui circulent dans la plateforme. Inde, j'ai comme une question pour toi. Oui. Pourquoi j'irais structurer mes documents si Copilot va m'aider à les trouver facilement, me les suggérer et autres? Je n'ai pas écouté finalement le webinaire, malheureusement. Il faudrait que j'aille l'écouter. Mais est-ce que tu peux me dire pourquoi j'irais structurer mes documents si Copilot peut comme tout trouver pour moi? Toujours, je réponds d'une façon toujours très simple pour tous les clients. Moi, comme une maman, j'ai une maison, j'ai des tiroirs, j'ai des couteaux, j'ai des fourchettes, j'ai des choses qui sont vulnérables pour mes enfants. Ouais. Donc, si je rends ça disponible au niveau de mes enfants, bah, ça sera accessible pour eux. Donc, il vaut mieux que j'enlève les choses en fait, il y a un risque, il y a une confidentialité, il y a des choses que je ne veux pas rendre disponibles rapidement là au premier niveau. Si tu as accès, oui, bah sinon, si je demande au ChatGPT, allez me chercher un couteau, bah, il va l'amener parce que c'est disponible. Ben oui. Okay. Donc, si je fais une gouvernance et enlever le couteau, ce ne sera pas dans le résultat de recherche. Parfait. Moi, checker mes savoirs. Merci. OK. À toi, David. Pour la gouvernance, à qui ça s'adresse? Ben oui, c'est ça. Ben, on se pose toujours la question, c'est pour qui? Hein? C'est pour qui? C'est-tu pour la réceptionniste? C'est-tu pour le dirigeant, le président, le directeur TI seulement, les techniciens? Ben, en fait, on va pouvoir répondre à la question. Donc, en fait, au niveau à qui ça s'adresse la gouvernance, c'est pas compliqué. Toutes les entreprises qui utilisent Microsoft 365, ça s'adresse à eux. On s'entend que certaines organisations doivent avoir une gouvernance beaucoup plus étoffée en fonction de ce qu'ils font. Mais évidemment, ça inclut tous les organismes gouvernementaux, établissements d'enseignement, évidemment, entreprises privées, les OSBL aussi. C'est encore vraiment très important. Ça, ils ont des bons comptes à rendre, finalement, dépendamment du type d'OSBL. Évidemment, dans les grandes entreprises, on ne se le cachera pas. Les grandes entreprises, c'est comme, on pourrait dire quasiment pire, en fait, parce qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs. Donc, avoir beaucoup d'utilisateurs fait en sorte que tu peux augmenter le risque, en fait, d'une mauvaise utilisation, conformité pas suivie, et ainsi de suite. Puis aussi, évidemment, la gestion des accès. Donc, en fait, les grands, plus la compagnie, je dirais, dépasser 5, 10 employés, 10 utilisateurs, c'est important de le dire, 10 utilisateurs, une gouvernance minimale doit être réfléchie et implantée. Donc, aussi, évidemment, les dirigeants. Fait que la gouvernance va quand même rejoindre beaucoup les dirigeants. Pourquoi? Parce que ce sont leurs données à eux, c'est leur business ou le groupe d'actionnaires et autres. Donc, eux, ils vont s'intéresser à dire qui a accès à quoi? Moi, je ne veux pas mes investissements, mon actionnariat et tout ça, c'est important. Donc, j'aimerais que ce soit bien géré et bien contrôlé. Fait qu'on s'entend que les responsables TI aussi, directeurs TI et techniciens, doivent être relativement très impliqués au niveau de l'application de la gouvernance. Mais aussi des gens au niveau de la sécurité de l'information. Donc, pour ceux qui ont, un département de cybersécurité, ben, eux sont vraiment très impliqués aussi, doivent donner un peu leur grain de sel et d'autres éléments professionnels de l'informatique. Fait que c'est important, comme on indique ici dans le petit astérix, en fait, la gouvernance devrait être révisée vraiment sur une base régulière, puis proactive, puis elle est vraiment évolutive. Donc, et si on regarde un peu les différents rôles, il y en a plusieurs, mais on donne un peu un exemple ici. En fait, ça peut être au service de l'entreprise ou aux différents départements, au groupe. Fait que finalement, le département de la comptabilité peut avoir des règles de gouvernance différentes que le département de l'ingénierie, par exemple. Le département du marketing. Marketing vont traiter énormément avec les gens de l'externe, on pourrait dire, mais les gens de l'ingénierie, c'est pas pareil. Ou les gens de ressources humaines. Bref, il va y avoir des différences entre eux. Évidemment, les rôles, c'est assez vague, mais en fait, c'est assez, large. On va dire un administrateur général, un administrateur Teams, un administrateur SharePoint, un administrateur de site. Donc, les différents rôles sont quand même importants pour, des fois, attribuer finalement une certaine surveillance par chacun de ces gens-là ou de groupes de personnes-là. Donc, en fait, pour passer, en fait, on est rendu à l'étape des erreurs, les erreurs les plus fréquentes, parce que malheureusement, ça arrive. Donc, on en a quand même quelques-unes. Moi, Inde, on va pouvoir vous les décrire, en fait, des exemples. Peut-être que ça va vous accrocher, vous dire « Ah oui, on l'avait déjà fait, celle-là, cette erreur-ci. » En fait, les erreurs les plus fréquentes, la première, les permissions excessives. Donc, donner des accès, finalement, à des gens
auquel, à peu près à tout. Tout. Donc, c'est très, 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 très dangereux. Donc, il faut suivre un peu le principe de l'entonnoir à l'envers. Fait que l'entonnoir à l'envers fait en sorte qu'on donne le moindre privilège et l'ouvrir en fonction des besoins. Comme Inde disait tantôt précédemment, on va donner les accès nécessaires au rôle ou du moins à l'individu pour qu'il fasse son travail essentiellement et non lui donner accès à trop de choses inutilement. Ça va juste éviter qu'on peut avoir des problèmes. Tout à fait, David. D'autres erreurs qu'on peut trouver, et là, on parle des mots de passe. Mais vous savez très bien, en fait, chez MS Solutions, on a fait plusieurs campagnes de sensibilisation pour tout ce qui est cybersécurité, l'accès, l'utilisation des mots de passe, le changement fréquent de mots de passe qu'on doit faire. Mais quand même, on trouve des clients qui n'ont pas vraiment une politique très forte pour les mots de passe. Il y a des personnes qui n'ont pas encore activé la double authentification, chose qui est vraiment très importante. Donc, on doit mettre en place une politique et veiller et vérifier que tous les employés la respectent pour qu'on puisse en fait faire face aux attaques qu'on peut avoir et aux arnaques qu'on peut avoir dans tout le système là. Donc, ce sont des erreurs majeures. Oui, merci Yann. En fait, les mots de passe, c'est vraiment critique pas de plus en plus, mais depuis quand même plusieurs années. Donc, une autre erreur vraiment plus fréquente, c'est qu'on a un super beau plan, on a fait des paramètres, on a tout mis les petits petites switches, on pourrait dire, aux bonnes places. Mais après ça, on ne fait pas de suivi. Donc, mais là, il faut faire des suivis par rapport aux différents paramètres de sécurité. Donc, si on a des procédures quand même bien établies, généralement, ça, c'est moins pire, on va dire ça comme ça. Mais si, par exemple, les gens ont des bibliothèques SharePoint auxquelles on veut empêcher la synchronisation, par exemple, eh bien, on va aller valider, voir s'il n'y a pas eu un changement à l'interne, que quelqu'un a activé cette fonction-là, puis parce qu'elle n'a pas été bloquée, entre guillemets. Donc, le suivi de ces paramètres-là sont vraiment importants aussi. Puis des fois, on pense que la recette est faite, puis après ça, on n'y touche plus. Non, c'est bon de faire quand même des vérifications assez régulières. Tout à fait. Donc, suivre les politiques qu'on a mis en place, c'est très important, mais aussi, est-ce que c'est conforme à la loi au niveau de juridique et tout ça? Donc, il faut vraiment faire attention. Est-ce que les politiques qu'on met en place sont conformes? Parce que c'est vraiment très important de mettre en place des politiques conformes aux réglementations et en vigueur de s'assurer que les utilisateurs les suivent. Le plus important, c'est de suivre ces règles et non pas juste les monter et les mettre en place. Oui, ben, effectivement, Puis un autre, quand même, un très bel exemple que j'ai vu quand même assez régulièrement, c'est la mauvaise gestion des groupes et des rôles. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est tout content, on fait des groupes, bon, la comptabilité, les ressources humaines, l'ingénierie, comment dire, la logistique, l'approvisionnement, des choses comme ça. Mais après ça, on commence à en créer, puis d'en créer, puis d'en créer, puis beaucoup. Puis des fois, on peut se retrouver qu'à peu près, il y a certaines personnes qui ont accès à tout. Puis au fil du temps, en fait, même au fil du temps, il y a des gens qui devraient être retirés à certains endroits. Puis parfois, on va demander des accès spécifiques à des endroits. Par exemple, la comptabilité, parce que la réceptionniste doit aider les gens de la comptabilité. Donc, ça, il faut faire vraiment très attention. Puis ça peut, en fait, occasionner vraiment des problèmes quand même assez sérieux si ça n'a pas été bien géré. Donc, au niveau des rôles, encore une fois, c'est primordial. On s'entend que les grosses organisations, les employés ont souvent des rôles beaucoup mieux prédéfinis. Dans les organisations plus petites, eh bien, les gens portent plusieurs chapeaux, mais malgré tout, il faut quand même faire une meilleure gestion des groupes et, entre autres, ne pas faire exprès d'en créer à outrance, quand même réfléchir, prendre un pas de recul, puis réfléchir à la création des différents groupes et des rôles d'accès. Tout à fait. Autre chose qu'on peut voir ici, c'est l'utilisation inappropriée des fonctionnalités de collaboration. Ça, c'est très important. Durant la gouvernance ou bien les plans de gouvernance qu'on met en place, c'est qu'on doit encadrer la collaboration et le partage des données avec des personnes internes ou bien des personnes externes. Donc, si jamais, en fait, je vais juste vous donner un petit exemple. Je peux mettre toutes mes affaires, ce ne sont pas mes affaires, ce sont des fichiers ou bien des données de collaboration. Je vais les mettre tous dans mon OneDrive à moi et je commence à partager des liens avec des personnes internes, des personnes externes. Ça vraiment, ouais, ça arrive, mais ce n'est pas la bonne façon de gérer tout ce qui est données de collaboration. Nous avons un emplacement qui s'appelle SharePoint qui nous permet de partager, de collaborer d'une façon très simple et très efficace sur des données de collaboration. Donc, bien déterminer l'utilisation de chaque outil.
Donc, SharePoint, c'est pour la collaboration. OneDrive, ce sont pour mes affaires en cours de travail que je n'ai pas encore finalisées pour les partager à tout le monde. Planner, par exemple, c'est pour la gestion des tâches, des petites tâches par projet, type projet ou bien les projets d'équipe. Project for the Web, c'est pour la gestion des projets. Donc, il faut vraiment définir l'utilité ou bien la raison d'être de chaque espace de travail pour gagner en fait et prendre le maximum de performance de chaque espace de travail. Oui, merci Yann. En fait, il y en a qui vont avoir une mauvaise utilisation finalement des fonctionnalités, mais souvent, ça relève peut-être une erreur qu'on voit aussi malheureusement au travers de nos clients et nos projets. En fait, c'est le manque de formation des utilisateurs. Donc, même une formation aussi de base, effectivement, une formation aussi de base peut être très utile pour éviter des problèmes. Donc, c'est pas parce que les gens sont mal intentionnés, c'est vraiment ça peut être des erreurs involontaires. Donc, dans des exemples, par exemple, de partage documentaire auquel il faudrait mettre, par exemple, un paramètre de partager par défaut en lecture, parce qu'on sait, comme tout le monde, les gens, souvent, ne lisent pas les options avant d'appuyer sur le bouton. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On ne lit jamais ce qu'on a sur l'écran. Oui, exactement. Donc, avoir une bonne formation pour au moins les gens soient à l'affût, sensibilisation. On parle de formation, mais même aussi de la sensibilisation. C'est quand même vraiment très important à avoir. Quand même au moins un minimum pour l'ensemble, autant le directeur, le président, là, je vous dis vraiment tout le monde, avoir un minimum de formation. Tout à fait. Et autre chose, c'est vraiment très fréquent, c'est que on a la plateforme M365 depuis des années, donc elle est blindée de données, blindée des informations. Est-ce qu'on a besoin de garder la totalité des informations? Est-ce qu'il y a une politique d'archivage, surtout avec l'arrivée du loi 25? Est-ce que j'ai besoin de garder toutes ces informations? Donc, la gouvernance nous permet de mettre des politiques de rétention ou bien des suppressions qu'on peut automatiser dans la plateforme. Les informations dont on n'a pas vraiment besoin, c'est à supprimer, c'est à archiver dans un autre serveur, dans une autre façon, c'est trouver la politique d'archivage et les politiques de rétention et de suppression sur les données qu'on a dans toute la plateforme M365. Donc, ça, c'est très important. Je ne vais jamais garder les informations éternellement sur l'espace pour plusieurs raisons, dont le règlement, dans l'espace de stockage qu'on utilise, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de facteurs qui m'obligent de mettre en place une politique de rétention et de suppression. Good. Hey, merci beaucoup, Ian. En fait, après avoir parlé de toutes les erreurs, il faut quand même dire il y a des bonnes pratiques, hein? Il y a des meilleures pratiques qu'on peut faire, c'est important de le dire. Donc, on peut voir ensemble à l'instant. Prenez en note avec votre papier, votre crayon, en fait, les meilleures pratiques, en fait, c'est comprendre votre environnement puis les possibilités. Je ne vous cacherai pas, les possibilités sont extrêmement larges. Puis moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le domaine. Et puis, je vous dirais qu'en 2018, en 2017, c'était quand même beaucoup moindre en termes de possibilités. Mais de plus en plus, il y en a vraiment beaucoup. S'entendre aussi sur les espaces de collaboration et leur raison d'être. Donc, ça, c'est comme j'ai parlé tantôt dans la création des groupes. À un moment donné, on ne peut pas en faire à outrance, comme on dit, parce qu'on va éparpiller peut-être les documents. Alors, on va éparpiller, on va faire on va dissiper vraiment toute l'information et les données. Donc, il faut s'entendre sur les espaces de collaboration. Puis parfois, les espaces de collaboration vont avoir une date de début, puis vraiment une date de fin, et on supprime, puis on envoie ça ailleurs. Donc, comme je parle évidemment après ça, c'est le cycle de vie du contenu. Donc, est-ce que c'est éternel? Est-ce que c'est évolutif et collaboratif et évolutif? Ou c'est vraiment une date donnée et par la suite, on va aller archiver les données quelconques en fonction des fois des règles et des choses comme ça. Donc, identifier aussi les responsables de contenu. Donc, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas les TI, le directeur TI, les techniciens qui sont responsables de qu'est-ce qu'on met dans cet écosystème-là. Ouais. On va aller dans un bon plan de gouvernance qu'on fait chez nous, chez MS Solutions, c'est qu'on va aller déterminer, dire qui doit être responsable. Par exemple, je ne sais pas, mais le directeur, directrice des finances ou de la comptabilité devrait être responsable de son contenu au niveau de la comptabilité. Donc, ce n'est pas quelqu'un des TI qui devrait être responsable de ce qu'on met dedans. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut déterminer. Évidemment, les priorités. Parce que Dieu sait, j'ai parlé tantôt de possibilités, donc les priorités, à un moment donné, il faut en mettre, il faut quand même dire, on ne peut pas tout faire peut-être la première semaine, mais puis aussi, ça peut être évolutif en fonction des orientations de l'entreprise au fil des années. Puis, une autre excellente pratique, en fait, au niveau de la nomenclature globale. Donc, ne pas nécessairement permettre de créer des groupes ou des équipes Teams, en fait, avec des noms un peu
au gré des gens, de leur imagination. Oui, on peut avoir de l'imagination, mais avoir quand même un certain contrôle de comment qu'on appelle quoi, selon aussi les limites de l'écosystème. Mais ça, c'est important d'avoir une bonne nomenclature. Ça peut aller jusqu'aux fichiers, les dossiers et les noms de bibliothèque. Bref, c'est assez large au niveau de la nomenclature. Je me permets, David, de revenir au quatrième point, c'est identifier les responsables du contenu. C'est un point qui est vraiment un grand challenge pour les TI. Certainement, tu as rencontré des TI qu'on a eu l'habitude toujours de contrôler les données, toujours contrôler le serveur local des fichiers. Mais là, dans M365, on sent que les TI sont perdus, ils perdent le contrôle. Comment sensibiliser les autres personnes en fait qui doivent être des propriétaires de l'information. Ça, c'est un grand challenge, les TI. Préparez-vous. Oui, on n'a pas besoin de garder le contrôle sur tout ce qui circule dans le M365. Donc, on vous sauve du temps, on vous sauve du travail, mais on doit sensibiliser les responsables, comment ils doivent gérer leur contenu comme il faut en se basant sur la gouvernance. Exact, parce qu'en fait, la gestion des accès, un excellent point. En fait, c'est que c'est souvent les TI étaient vus comme le maître d'œuvre de toute l'infrastructure de données. Mais là, avec cet écosystème-là, la gouvernance va permettre à dicter, en fait, toi, tu es à la comptabilité, tu es habilité, tu peux contrôler finalement ton contenu. Donc, tu as la responsabilité de ça. Puis c'est le fun parce que cet écosystème-là est facile à apprendre, est facile à s'adapter. Et tu n'as pas besoin pas d'achaler, mais en fait de faire des requêtes au TI pour demander les modifications, demander ci, demander ça. Donc, il y a un peu une délégation de pouvoir, quand même limitée, mais une délégation de pouvoir. On s'entend que les TI vont faire d'autres choses. Ils perdent peut-être un peu de pouvoir à certains égards, mais ils vont faire d'autres choses, probablement plus intéressantes encore une fois, par rapport à l'infrastructure. Mais c'est un excellent point, Inde. Donc, encore dans les meilleures pratiques, on a formé les utilisateurs, je l'ai dit tantôt. En fait, si on peut les former, déjà là, on va s'éviter des erreurs, on va s'éviter des problèmes, on va s'éviter finalement peut-être des fuites de données ou des cas justement de fuites de données. On a la loi 25 récemment qui a été mise en place, donc c'est quand même important de former nos gens. Communiquer les règles et le pourquoi. Donc, ça va aider beaucoup les gens à dire, mais OK, c'est correct, on ne peut pas faire telle chose, je ne peux pas partager mon document à l'externe, mais pourquoi je ne peux pas le faire? À cause de telle raison, ça a été décidé comme ça. Donc, c'est important quand même de l'expliquer aux gens pourquoi que certains paramètres, entre autres, qui étaient définis dans le plan de gouvernance, pourquoi ils ont été mis en place. Évidemment, avoir une approche progressive et évolutive. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai que toutes les décisions qui ont été prises au départ pour le plan de gouvernance jour 1 vont être les mêmes dans un an. Ils peuvent changer. Probablement pas en totalité, mais ils peuvent quand même évoluer. Encore une fois, comme je disais, dépendamment de l'orientation de l'entreprise, bien, on peut dire, là, pour telle raison, on va faire un petit changement à ce niveau-là. Donc, bref, il faut l'évoluer, il faut le réviser. C'est un peu comme le manuel d'employé. Le manuel d'employé, il a un bon frame, on va dire, excusez-moi, un cadre en tant que tel, mais il peut évoluer dans le temps. Alors, c'est important de le voir de cette façon-là. Parfait. Maintenant, on va voir des cas concrets. On se base sur notre expérience avec nos clients. Après la pandémie, la plupart des entreprises étaient comme obligées de passer vers le cloud, d'utiliser Teams, probablement SharePoint aussi, mais comme il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas des gouvernances qui est mise en place avant l'utilisation de cette plateforme. Donc, tu vois, des fois, on trouve des entreprises qui mettent tout le contenu, on amène tout le serveur local dans un seul site SharePoint, parce qu'on croyait au début que SharePoint, c'est un espace de stockage de fichiers. Donc, on met le tout dans un seul site. Ça, c'est vraiment un grand problème. Ça génère des problèmes de performance, sans parler de problèmes de stockage. C'est que toutes les données sont dans un seul endroit. Est-ce que vraiment tout le monde aura besoin d'accéder à toutes ces informations? Il n'y a pas une organisation de contenu. Sans oublier que la partie technique, on n'utilise pas le maximum qu'on peut tirer de SharePoint en termes de métadonnées, en termes d'automatisation, pas mal de choses qu'on n'arrive pas à le faire si on a tout le contenu dans un seul site SharePoint. Malheureusement, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Tu vois, des fois, il y a ça, on met le tout dans un seul site, et des fois, il y a d'autres choses. C'est que si on ne met pas de gouvernance, si on laisse l'ouverture des équipes ou bien des groupes ouverts par tout le monde, on trouve des équipes au nom des personnes. C'est équipe à David, équipe à Hind, équipe à Cheyenne. Donc, pire. Ça, c'est pire encore. Donc, les deux façons, ce n'est pas la bonne façon de gérer le contenu. D'où la nécessité vraiment d'avoir une gouvernance mise en place pour sensibiliser nos employés à bien suivre nos politiques et nos règles de jeu.
Là, il y a d'autres cas. Je ne sais pas, David, si tu as la possibilité de partager avec nous d'autres cas. Ouais, en fait, comme on voit à l'écran, en fait, le créateur de l'équipe Teams peut être par défaut, c'est le propriétaire par défaut quand on crée l'équipe Teams. Donc, est-ce qu'il se doit d'être cette personne-là? Est-ce qu'il sait qu'il a tous les droits? Donc, c'est important de sensibiliser, de former nos gens. Mais encore une fois, d'avoir un bon plan de gouvernance va éviter ce genre de problème-là. Puis c'est important de dire que le propriétaire de l'équipe Teams a le pouvoir absolu dans son équipe. Donc, et autant avec peut-être des externes, puis même il y a le pouvoir de tout supprimer. Donc, malheureusement, j'ai déjà vu des cas auxquels quelqu'un avait supprimé un groupe au complet et ne savait pas qu'il était juste tanné de le voir dans son Teams, il l'a supprimé. Donc, mais malheureusement, ça a tout sauté les discussions et tout ça. Non, on peut faire une restauration, mais ce n'est pas l'idéal de faire ça. Donc, si on ne lui donne pas une espèce de guide de propriétaire, ben, ou du moins un plan quelconque, bon, ben, ça peut avoir on peut générer des problèmes. Donc, c'est pour ça que ça, c'est un autre cas concret qu'on a déjà vu. Oui, tout à fait. Le guide de propriétaire, c'est une chose qui est très, très importante pour sensibiliser les propriétaires à bien gérer leurs équipes et le contenu qui est dans les équipes. Ouais. Certainement. Alors, donc, on propose des solutions, David. Ben oui, on parlait de problèmes depuis tantôt, mais on va parler de solutions. Donc, oui, il y a des solutions qui existent. Nous, chez MS Solutions, ça se répète beaucoup, on a le diagnostic de structure très simple, c'est quand même très court aussi. Ce qu'on va regarder ensemble, votre structure d'environnement collaboratif. On va évaluer qu'est-ce qu'il y en est, comment il est utilisé. Est-ce que c'est vraiment cette façon-là que vous voulez? Donc, on parle de SharePoint, c'est sûr, au niveau des équipes Teams, c'est sûr, certains, c'est quand même intimement lié. Puis évidemment, des applications connexes. Donc, de quelle façon c'est structuré, on va se le dire. On va donner une espèce de diagnostic quand même assez simpliste qui va pouvoir donner un état des lieux, on pourrait dire, de votre infrastructure. L'autre solution, ben, c'est sûr qu'on va en parler. Je vais laisser Yann, en fait, l'expliquer. C'est elle est quand même très bonne dans la gouvernance. On a fait plusieurs chez MS Solutions. Tout à fait. La solution la plus importante, c'est la gouvernance. On a la possibilité de mettre en place des plans de gouvernance chez nos clients. Et là, ça touche vraiment les 4 encadrans que David a mentionné tout au début, les politiques d'accès, la création, l'utilisation et la conformité. Lorsqu'on parle des politiques d'accès, là, on parle des services que je veux que les employés n'utilisent jamais. Prenons un exemple. J'ai un employé sur terrain qui est ambitieux, qui aime la technologie, qui sait ce qu'il fait dans l'environnement et qui trouve, hop, Power Apps. Power Apps, ça me permet de faire quoi? C'est de créer des applications. Lui, c'est juste un employé au terrain. Il n'a pas vraiment besoin d'avoir une application et créer une application et tout ça. Il n'a pas besoin de faire des automatisations. Donc, je dois vraiment sélectionner les choses à ne pas activer à Clash pour tous les employés et déterminer en fait quels sont les autres services à utiliser dans la plateforme. Des BI, en fait, il y a pas mal de licences qui sont disponibles par défaut chez les clients, bien juste disponibles en teaser. Donc, j'ai besoin de mettre en place une politique qui me permet de dire, voici ce que je vais utiliser au début. Probablement, d'ici 2 ans, je vais réévaluer et revoir la gouvernance. Probablement que je vais activer d'autres choses par la suite. Pour la création, là, on parle de tout ce qui est création d'espace de travail. L'espace de travail, c'est un groupe M365, c'est une équipe Teams, c'est un site dans SharePoint, c'est un plan dans Planner. Tout ça, ce sont des espaces de travail. Donc, je dois avoir une politique et un cycle de vie, des procédures pour la création, comment je vais faire la demande de création, quelle est la raison pour faire la création, quelle est la nomenclature que je vais mettre en place, qui va être le propriétaire. Il y a pas mal de questions que je dois poser au début avant d'aller cliquer sur créer une équipe ou bien créer un groupe, parce que c'est facile de cliquer, mais il y a toute une préparation que je dois faire bien avant. Pour l'utilisation et la collaboration, ça, c'est très important. Comme on a dit au début, je dois encadrer la collaboration et l'utilisation des services au sein de la plateforme. Par exemple, du contenu qui touche la finance. Donc, je n'ai pas besoin de partager ça à l'externe. Des affaires qui touchent RH, la paye, les évaluations des employés. Donc, je dois faire attention, ce n'est pas à partager à tout le monde en interne. Donc, je dois faire des restrictions. Tout ça, ça rentre vraiment dans les bases ou bien les plans de gouvernance qu'on met en place chez nos clients. Et là, on vient au dernier point, c'est la conformité. Tout est réglé, les politiques sont là, c'est parfait. Est-ce que je vais regarder ça tout le temps? Comment je fais pour faire la suppression? Comment je fais pour l'archivage? Quel est le processus que je vais suivre si j'ai besoin de supprimer une équipe?
Est-ce que j'ai besoin d'avoir un backup? Il y a pas mal de choses, en fait, qu'on doit voir dans la partie conformité des données. Des rapports qu'on peut générer comme chaque 3 mois, chaque 1 mois, s'il y avait un partage à l'externe qui a été fait dans une équipe qui est vraiment sensible. Donc, tout ça vraiment vient dans le plan de gouvernance qu'on propose et qu'on met en place chez nos clients. Merci à vous deux pour vos explications. On serait maintenant rendu à la période de questions. Alors, on a une première question ici qui va comme suit. Comment on fait pour réorganiser, restructurer des équipes existantes avant la gouvernance? Peut-être que Ines pourrait répondre à celle-ci? Oui, je comprends très bien que lorsqu'on détecte qu'il y a un besoin de mettre en place une gouvernance, ça veut dire que tout est mal organisé chez moi. Donc, j'ai besoin de réorganiser tout le contenu. Comment je vais faire ça? Donc, ce sont des analyses qu'on met en place, des diagnostics au début avec chaque département. Est-ce qu'ils ont besoin de garder toutes ces équipes? Est-ce qu'ils ont besoin de revoir l'architecture des sites? Donc, vraiment, c'est à voir par département. Il n'y a pas une solution magique à mettre en place comme un produit clé en main pour tous les départements. Non, c'est vraiment cas par cas pour qu'on puisse répondre aux besoins des employés et pour qu'ils puissent adhérer à la gouvernance qu'on va mettre en place par la suite. Il faut vraiment les écouter et répondre à leurs besoins un par un. Merci beaucoup, Ines. On aurait une dernière question ici. Combien de temps il faut pour mettre en place la gouvernance? Peut-être qu'on pourrait la laisser à David, celle-ci. D'habitude, le vendredi après-midi, ça se fait. Non, c'est pas vrai. En fait, environ, non, des blagues. En fait, plus ou moins 3 mois à peu près qu'on peut monter un plan. On s'entend, c'est pas 3 mois temps plein. On s'entend là-dessus, mais quand même, environ 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des échanges avec, évidemment, avec l'entreprise. Puis vous, à l'entreprise, en fait, vous allez avoir des échanges entre vous pour décider et établir certaines règles, de dire, ah, ben là, cette option-là, on n'avait pas pensé à ça. Bon, ben, en tout cas, bref, vous allez avoir beaucoup d'échanges. Donc, généralement, ça s'échelonne sur 3 mois. Puis comme Inde disait, il n'y a pas un plan pareil. On s'entend que les options possibles, certaines configurations, certaines possibilités sont à peu près infinies, mais je veux dire, n'empêche qu'il y a quand même une certaine ligne directrice, mais il n'y en a pas il n'y a aucun plan de gouvernance identique, encore une fois, comme Inde disait. Donc, vous pouvez calculer environ plus ou moins 3 mois, puis on arrive avec un produit fini en tant que tel, du moins un plan tout monté. Oui, tout à fait. Surtout si on a une équipe qui est vraiment, qui est vraiment impliquée dans le travail avec nous. Ouais, effectivement. Merci à vous deux pour vos réponses. C'est déjà tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Donc, si on n'a pas pu répondre à vos questions ou si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit plus tard, n'hésitez pas à nous écrire via l'adresse courriel indiquée à l'écran. Donc, webinaire@mssolutions.ca. Et si vous avez aimé le webinaire d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous donner un avis positif sur Google à l'aide du lien qui a été copié dans la zone de chat. Finalement, merci à David et Ine pour votre Merci. Merci. Merci Caché Yen à la console. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne fin de semaine.